Dans cette vidéo, on va introduire deux nouvelles fonctions de référence, les fonctions cosinus et sinus. Alors cosinus et sinus, vous les avez déjà vues pendant votre parcours, mais vous n'avez jamais tracé les courbes, etc. Ces fonctions-là, maintenant, elles sont à maîtriser et à connaître par cœur. Vous devez savoir tracer les courbes, on va dire à main levée, comme toutes les autres fonctions de référence. Alors, je vais d'abord faire des rappels sur le cercle trigonométrique. Donc le cercle trigonométrique, qu'est-ce que c'est? C'est le cercle de rayon 1 centré en l'origine. L'intérêt, c'est de pouvoir associer à tout angle un point du cercle. Donc ici, je prends un angle petit x et j'associe un point du cercle. On parle d'angle orienté parce que je vais considérer si je vais dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Si je vais dans ce sens-là, je vais compter positivement. Si je vais dans ce sens-là, je vais compter négativement. Autrement dit, ici, on a l'angle 0 et ici, on a l'angle pi sur 2. Ici, donc, on a l'angle moins pi sur 2. Ici, on a l'angle pi. Alors, évidemment, on considère toujours les angles en radians. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais un tour complet? Je vais faire pi, puis encore pi. Je vais faire 2pi. Autrement dit, 0 et 2pi, c'est le même point. C'est pour ça que les fonctions cosinus et sinus vont être définies à 2pi près. Elles vont être 2pi périodiques. Mais ça, je vais en parler après. Les angles, donc, si on ajoute et on soustrait 2pi, on parle en fait du même angle orienté. Exemple, l'angle 3pi, de mesure 3pi, c'est-à-dire si entre deux vecteurs UV on trouve 3pi, alors c'est la même chose que pi. Pour expliquer un petit peu cette différence à 2pi près, il y a une notation. C'est d'écrire UV égale, donc ici pi, puisque c'est notre pi, à 2pi près. On met 2pi entre crochets. On met égal, et certains mettent 3 barres. Alors ça, c'est pour la théorie des relations d'équivalence, mais ce n'est pas du tout votre programme. Donc, si vous mettez un égal, c'est pas grave. Si vous mettez 3 barres, c'est comme vous voulez. Si vous avez peur de symbole avec 3 barres, vous ne le mettez pas. Donc voilà, les angles sont à 2pi près. Ça va avoir son importance. Du coup, tout le cercle ici va être défini, par exemple, sur 0, 2pi. Voilà. On va choisir en fait des représentants, c'est-à-dire on va choisir des angles entre 0 et 2pi, et chaque point aura un unique angle entre 0 et 2pi. On choisit aussi le standard moins pi, pi. Donc pareil, ici, donc ici 0, 2pi, c'est comme si on avait compté comme ça. Moins pi, pi, c'est comme si on avait compté comme ceci. Il faut juste que la longueur de l'intervalle, ça fasse 2pi. Si la longueur de l'intervalle fait 2pi, ça veut dire qu'il y aura un seul point, une seule valeur pour un angle donné. On n'aura plus besoin de travailler à 2pi près. Alors maintenant, je vais parler de cosinus et sinus. Enfin, ce sont des rappels, mais ça fait toujours du bien. Le cosinus du point, enfin de l'angle ici, je l'ai associé au point, j'associe donc un point ici. Le cosinus, ça va être l'abscisse du point. Donc ici, la valeur ici, c'est cosinus de x. Le sinus, quant à lui, ça va être l'ordonnée de ce point. Donc je résume. J'ai un angle. Voilà, j'ai un angle quelconque. Je le ramène dans mon cercle trigonométrique. Je peux avoir tous les angles puisque je fais un rond complet. Ou un cercle pour être rigoureux. À mon angle, quitte à faire plusieurs tours, c'est pas grave. À mon angle associé, je vais mettre un point. Je vais associer un point sur le cercle. OK. Ce point-là, c'est un point du plan, donc il a des coordonnées. Et son abscisse, ça va être le cosinus. Et son ordonnée, ça va être le sinus. Voilà comment on construit cosinus et sinus. À partir de là, on va pouvoir avoir plein de petites propriétés que vous devez soit apprendre par cœur, si vous êtes courageux, ou soit savoir retrouver, comprendre comment ça marche. Moi, personnellement, je préfère les retrouver
pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de comprendre ce qu'il se passe et pas cracher des formules par cœur. Et la deuxième, c'est ce que j'ai la flemme d'apprendre mes formules. Alors voilà, je prends un angle X. Donc orienté, on met une petite flèche. Ici, voilà. Donc j'ai mon cosinus et mon sinus. Et je vais m'amuser à prendre, par exemple, l'angle pi-x. Pi-x, ça veut dire que je fais pi et j'enlève x. Donc je fais tout le pi ici, pi, et je retire x. Autrement dit, j'ai retiré le même morceau ici, mais de ce côté-là. Donc j'ai fait, grosso modo, retirer le x ici. Alors, c'est un moins x du coup, puisque je vais dans l'autre sens. Visuellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait la symétrie comme ceci, par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, regardons ce qui se passe. Cosinus de pi moins x. Cosinus de pi moins x, c'est l'abscisse. Si on était là et que maintenant on est de l'autre côté, évidemment, si je fais la symétrie comme ça, on met un moins. Donc c'est moins le cosinus de x. De la même manière, le sinus de pi moins x, ça va être, je regarde ici, évidemment l'ordonnée ici n'a pas changé, je suis resté sur le même truc ici. Si je projette là, j'obtiens bien le même point, et c'est l'ordonnée. Donc je vais avoir sinus de pi moins x qui est égal à sinus de x. Et avec des raisonnements comme ça, on va pouvoir s'amuser à en avoir plein. Voilà, hop. Je prends un x. Et maintenant, je regarde, donc le x, il est ici, comme ça. Et maintenant, je regarde son opposé. Hop. C'est-à-dire ici. Alors, dans ce cas-là, on a fait la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donc, on a le même cosinus. Donc, cosinus de moins x, c'est le cosinus de x. En termes savants, on dit que cosinus est une fonction paire. D'accord. Sinus de moins x. Alors, le sinus, ici, par contre, on est allé de l'autre côté, mais sur les ordonnées. Donc, vraiment, le point qui était là, ici, quand je projette, ici, il devient négatif. Il est de l'autre côté. Donc, sinus de moins x, c'est moins sinus de x. On dit que sinus est une fonction impaire. Et voilà. Pour retrouver toutes les formules, moi, j'ai retenu un truc, pas par cœur, mais parce que je sais le retrouver, mais si ça, vous pouvez le retenir par cœur, ça vous fera gagner un temps considérable. C'est de prendre votre cercle, voilà. Voilà, je suis très très fort pour dessiner les cercles. Ici, on a les x, ici, on a les pi moins x, ici, on a les moins x. Et le dernier ici, c'est comme on va de l'autre côté comme ça, on rajoute 180 degrés, c'est les x plus pi ou pi plus x, comme vous voulez. À partir de là, en faisant un dessin et en vous débrouillant, entraînez-vous à en faire quelques-uns, vous retrouverez toutes les formules. Donc on va en refaire un dernier, on va faire le cosinus de x plus pi par exemple. Comment je fais? Le x plus pi, il est là. J'ai mon angle ici. Le x plus pi, c'est celui qui correspond ici. Voilà, j'ai rajouté un angle plat. Hop, j'ai rajouté pi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le cosinus, c'était le point ici. Là, j'ai vraiment fait le symétrique par rapport à l'origine. Donc, le cosinus ici, c'est l'opposé de celui-là. Donc, autrement dit, cosinus de x plus pi, c'est moins cosinus de x. Pareil, vite fait, le sinus, ça serait moins sinus de x plus pi, ça serait moins sinus de x. Ok, pas de souci. Alors, il y en a un qui est un peu plus difficile, et on regardera sur les courbes pour le visualiser. Celui-là, il vaut mieux le connaître par cœur. Alors, allons-y. On a donc défini des cosinus d'angle, etc., etc. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un angle x et je lui ai associé un certain cosinus de x. J'ai pris un angle x et je lui ai associé un certain sinus de x. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose, ces flèches bizarres. Pour moi, ça s'appelle des fonctions. Là, voilà, c'est comme ça que je construis les fonctions cosinus et sinus. Donc les fonctions cosinus et sinus sont définies pour tous les réels. Même si les valeurs intéressantes, ça va être entre 0 et 2π, puisque si je fais plusieurs tours, je retombe sur les mêmes valeurs. Donc ça, on dit que c'est 2π périodique, et on va vite le voir sur le dessin que c'est 2π périodique.
Et ensuite, bah, j'ai vraiment, sur 0,2π, je l'ai bien défini. Hein, tout point du cercle admet une abscisse et une ordonnée, donc il n'y a pas de souci. Après, on travaille à 2π près. Alors, je vais vous donner le graphe de la fonction cosinus. Magie. Donc, on a x à ceci. Donc, ici, il y a un petit nom f, si vous arrivez à le lire. F, c'est x qui associe cosinus de x. Aussi, comme là, on a un peu la notation fonctionnelle, on pourrait écrire f égale cos. Cos, c'est une fonction. Cos tout seul, c'est une fonction. Voilà. Alors, voilà la courbe. Donc, je fais un petit cercle trigo pour qu'on ait quelques explications. L'angle ici en 0. Donc, je rappelle que l'angle 0, c'est celui qui... On tourne comme ça et on démarre ici. Hein. N'oubliez pas ça. C'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein. Ce n'est pas le sens dans lequel vous êtes habitué. Donc ici, c'est 0. OK, pas de souci. Donc ici, on a 0. Le cosinus, c'est l'abscisse du point, c'est 1. OK, bon, bah, c'est ce point-là, quoi. On le comprend bien. Et on va monter jusqu'à pi sur 2. Donc ici, c'est pi sur 2. On parlera des angles remarquables à la fin. Donc jusqu'à pi sur 2, le cosinus, il devient 0. L'abscisse du point, c'est 0. Donc ça diminue jusqu'à avoir 0. Ici. Hop. Ici, c'est pi sur 2. Ok, très bien. Puis on continue. Ça descend, ça va dans le négatif jusqu'à moins 1. Jusqu'à ce qu'on atteigne pi. Ici, on arrive jusqu'à moins 1. Donc je continue mon parcours. Hein, voilà. Jusqu'à moins 1. Donc ici, on a le moins 1 qui est là. C'est atteint en pi. Alors pi, je le rappelle, même si ça serait grave de ne pas le savoir maintenant, que pi, c'est à peu près 3,14. Hein. Maintenant, je continue, je vais avancer. Ici, on va remonter, le cosinus va remonter comme ça. Et on a un beau truc ici. Jusqu'à ce que j'arrive à ce point-là. Et ce point-là, c'est quoi? C'est notre 2π. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On est revenu au point de départ. Donc, je vais refaire un tour, rebelote, et la courbe va recommencer. De la même façon, si j'étais parti de moins 2π, ça ferait la même chose. Et c'est pour ça que la courbe, elle va se continuer et donner quelque chose. Si je devais dézoomer, ça donnerait... Alors, c'est peut-être pas très ressemblant, mais ça donnerait quelque chose de périodique. Périodique, ça veut vraiment dire, je coupe un morceau dedans, boum. Alors, il faut que je prenne une vraie période. Donc là, j'ai pris en haut, il faut que je reprenne en haut, voilà. Et ça, ce schéma-là, il va se répéter, on le voit bien, hein, si je découpe proprement. Donc là, c'est vraiment le schéma ici qui se répète. Donc, hop. Et après, ça se répète. Voilà, on colle ce morceau-là. Et on a notre fonction cosinus. Donc voilà, joli graphique, etc. Alors, plusieurs remarques sur la fonction cosinus. Déjà, ça n'a pas de limite. On ne se rapproche pas d'un nombre, on ne va pas vers plus l'infini, on ne va pas vers moins l'infini. Donc ça, le premier qui écrit ça, bah, il vient de se tirer une balle dans le pied. Hein. Ça, c'est indéniable. On n'écrit pas de limite de cosinus, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça varie tout le temps, donc c'est une horreur, cette fonction-là. En termes de limite, c'est une horreur. Ensuite, il faudra apprendre les valeurs remarquables, mais ça, on fera un petit résumé à la fin de tout ça. Maintenant, je vais parler de la fonction sinus. Alors, la fonction sinus, elle va ressembler, et c'est là qu'il faudra être malin et ne pas se tromper. Donc, la fonction cosinus, c'est vraiment celle qui ne passe pas par l'origine. La fonction sinus, elle va passer par l'origine. Du coup, prenez juste ça comme critère. De toute façon, moi, dans ma tête, c'est comme ça que je fais. Hein. Je vois une courbe comme ça. Est-ce que c'est un cosinus? Est-ce que c'est un sinus? Boum, je regarde là. Hein. Allons-y. Notre fonction sinus, qui est apparue toute seule. Donc là, je parle vraiment de la fonction qui est à x associe sinus de x. Même topo, elle est définie sur R et tout, pas de souci. Maintenant, on va regarder vite fait sa courbe. On va gagner du temps par rapport à la fonction cosinus. Donc la fonction cosinus, je disais ici qu'elle ne passe pas par l'origine. En 0, ça fait 1. La fonction sinus, quant à elle, en 0, ça fait 0. Alors ça se voit évidemment sur le cercle trigonométrique. Donc pas hésiter à les faire ces dessins-là. Évitez de les faire sur les copies, parce que ça va vite être le bordel. Et puis si vous êtes aussi doué que moi en dessin, ça va très vite être moche. Par contre, au brouillon, donc évidemment il faut prévoir du brouillon, mais il se trouve que normalement on a du brouillon. Au brouillon, n'hésitez pas à faire des cercles trigonométriques. Hein. Donc ici, on a 0. L'ordonnée du point là, c'est le point ici, donc c'est vraiment 0. Voilà, l'ordonnée de ce point là, c'est 0.
Donc, on passe bien par 0. Sinus de 0 égale 0. OK, on a notre premier point. Et puis, au fur et à mesure qu'on va tourner, qu'est-ce qui va se passer? On va monter ici. Donc, la valeur là, elle va monter jusqu'en haut ici, donc jusqu'à pi sur 2. Donc, ici, on a pi sur 2. Et on va faire 1 en pi sur 2. Puis après, je vais continuer, je vais aller jusqu'à pi. Donc, ici, c'est pi. Donc, on a à peu près 3,14. C'est rassurant de le revoir coupé là. Ici, on a pi et on est retombé sur 0. OK, pas de souci. Puis après, on va ici atteindre donc 2 pi. Et ici, c'est 3 pi sur 2. Donc là, je vais un peu plus vite parce que vous devriez avoir compris le truc. Et pour les mêmes raisons aussi, c'est une courbe qui va se répéter, comme pour la fonction cosinus. Donc là, notre morceau, il est là. Voilà, si je le fais entre 0 et 2 pi. Et je vais coller ce truc-là un peu partout. Alors, vous allez me dire, mais finalement, les fonctions cosinus et sinus, elles se ressemblent tellement qu'on pourrait se tromper. Enfin, déjà, là, il y en a un qui passe par l'origine, l'autre, il passe pas par l'origine, mais j'ai dessiné la même chose. Enfin, je sais pas. Bah, en effet, si je m'amuse à prendre un calque de l'une des deux et que je décale suffisamment, je vais tomber sur l'autre. Alors, voilà le joli dessin. Alors, normalement, là, vous devez savoir laquelle est sinus et laquelle est cosinus. Sinus, c'est celle qui passe par l'origine. Donc, la verte, on va l'appeler verte, on va lui donner un nom intelligent, c'est sinus. OK. Donc, l'autre, qui est une couleur indéterminée, on va dire c'est du violet, c'est cosinus. Et en effet, là, on voit bien qu'il y a un décalage. Donc, si je décale ici, hop, jusque là. Si je prends la courbe violette et je la bouge sur la courbe rouge, ben, elles vont se confondre. C'est une formule. Ça veut dire que si je prends le cosinus d'un nombre auquel je décale pi sur 2, je vais tomber sur l'autre. Alors, je vais expliquer le décalage. Hop. Et je vais tomber sur le sinus. Le décalage, on a envie de dire je rajoute pi sur 2, mais il y a un petit piège, ça fonctionne à l'envers. Ça veut dire que si je prends ce nombre-là et que je lui soustrais pi sur 2, je suis revenu sur notre cosinus. Donc autrement dit, le sinus de x, c'est le cosinus de x moins pi sur 2. Moi, personnellement, pour le retenir, je me souviens que si je dois décaler vers la droite d'un certain nombre, c'est x moins quelque chose. Voilà. C'est un petit peu comme avec la formule de la tangente. Hein. Y égale f' de a facteur de x moins a. Et je parie que vous ne connaissez pas votre formule. Plus f de a. Le x moins a, c'est-à-dire qu'en fait, on a décalé vers a. Hop. Et le plus f de a, c'est-à-dire qu'on est monté en f de a. Donc là, on est bien en train d'écrire la tangente de coefficient directeur f' de a au point a f de a. Donc vraiment, moins a, c'est-à-dire que je décale vers la droite de a. Moins pi sur 2, c'est-à-dire que je décale vers la droite de pi sur 2. Donc voilà, là, celle-là, vous pouvez la retenir si vous voulez parce qu'elle est moins évidente à regarder sur un cercle trigonométrique. On peut le faire, vous pourrez le faire. Faites le dessin par vous-même, vous comprendrez qu'on peut le voir. Mais bon, des fois on dessine très mal et elle n'est pas évidente. Passons à la suite. Bon, il se trouve que cosinus et sinus, ce sont des fonctions qui sont définies. Elles vont être continues, mais ça, je n'ai pas encore expliqué ce que c'était continu. Si vous ne regardez pas les vidéos dans l'ordre, forcément, vous saurez peut-être ce que c'est. Mais surtout, elles sont dérivables. Donc, cosinus et sinus, dérivables. Voilà. Dérivable. On précise sur quoi. Il nous faut un intervalle. Là, notre intervalle, il est super cool. C'est R. Et comme on en a deux, on va quand même mettre un S à dérivable. Bah, du coup, si elles sont dérivables, on aimerait bien connaître leur dérivée. Alors, je vous épargne le calcul, mais la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Comment je le retiens? Moi, le co, il devient moins quand je dérive. Ok. Sinus de x, sa dérivée, qu'est-ce que c'est? C'est cosinus de x. Ok. Bon, bah, apprenez-les. Alors, vous apprenez les dérivées. Et quand vous faites les primitives, il ne faudra pas vous tromper sur qui a un moins, qui n'a pas un moins. Vraiment, pour les dérivées, le cosinus, c'est moins sinus. Voilà, retenez-le.
Alors, du coup, on peut dériver cosinus de u de x. Ça, c'est ce qu'on fera les composés. Alors, comme tout le monde ne fait pas forcément les f de u de x, les composés, je vais quand même donner la formule. Donc, la dérivée, alors, je ne vais pas mettre un égal, mais une flèche, parce que je dérive, si ce n'est pas une égalité, c'est u' de x fois moins sinus de x. Donc, il y a un moins, fois moins sinus de u de x. Bon. Allez voir les vidéos sur les composés pour voir comment on les trouve, ces formules-là. Mais comme officiellement au programme, ce n'est pas donné, je suis obligé de les donner ici. Donc ici, on a u' de x cosinus de u de x. Voilà, donc le moins en cos est bien devenu un moins sin. Ok. Enfin, il reste deux limites à connaître par cœur. La première, alors en fait, celle-là, dans ma vidéo sur les limites, j'explique comment on la trouve, c'est sinus x sur x en plus l'infini. Grosso modo, sinus ou cosinus, ça marchera, c'est borné. C'est quelque chose de borné, on est dans une bande, on est entre moins 1 et 1. Si je divise par x, qui lui va être un nombre de plus en plus grand, bah sinus x sur x, ça va être vraiment de plus en plus petit. Si je prends un nombre entre moins 1 et 1, je le divise par 3 milliards, le nombre il va être plutôt petit. Donc autrement dit, la limite, c'est 0. Ça se démontre avec le théorème des gendarmes en disant que sinus de x est entre moins 1 et 1. Donc ça à retenir. Enfin, limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x. Alors c'est celle-là qu'il faut connaître, surtout par cœur. Ça fait 1. Comment on la trouve? C'est avec le nombre dérivé. Alors il faut connaître l'astuce ou pas. Soit vous apprenez votre limite par cœur, soit vous connaissez l'astuce. Sinus de x moins sinus de 0 sur x moins 0. Le nombre dérivé, c'est le nombre dérivé en 0 de sinus. Sinus, ça se dérive en cosinus, oui. Et cosinus de 0, ça fait 1. Voilà comment on le trouve. Mais le plus simple, c'est de le connaître par cœur. Alors maintenant, on va parler un petit peu des angles remarquables et tout ça. Et aussi, je vais vous expliquer comment on passe d'un cosinus entre le cosinus et le sinus sans rajouter le moins pi sur 2, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une formule importante. Alors, on va la voir visuellement déjà, que normalement vous connaissez déjà. Ici, on a notre cosinus, ici, on a notre sinus, et ici, on a notre truc. Voilà, hop, cosinus, sinus. Ici, c'est un triangle rectangle. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'on peut faire Pythagore. Ok. Ah ouais, mais moi, Pythagore, voilà, ça fait longtemps. Ouais, mais là, il va falloir faire un effort. C'est le carré des deux côtés où il y a l'angle droit. On les additionne. Donc, c'est la somme des carrés des deux côtés où il y a l'angle droit égale le carré de l'hypoténuse. Donc, ça nous donne cosinus au carré de x. Bon, si vous avez une formule blabla que vous connaissez par cœur, vous avez récité peut-être 1 million de fois, vous pouvez la citer si vous voulez, mais vraiment l'idée c'est de prendre là où il y a l'angle droit, on prend un côté, on le met au carré, on prend l'autre côté, on le met au carré, on les additionne, on a le côté où il n'y a pas l'angle droit au carré, hein, qu'on appelle magiquement hypoténuse. 1. Parce que comme c'est un cercle, ici, le rayon il fait toujours 1. Donc on a cette formule-là. Celle-là, elle est pratique pour pouvoir passer d'un cosinus à un sinus. Alors, petit piège. Si j'ai un cosinus et que je veux mon sinus, je vais mettre mon cos carré de l'autre côté, puis je vais passer à la racine carrée. Alors on fait attention, quand on résout l'équation x carré égale quelque chose, il y a deux solutions. Il y a le moins racine de quelque chose et le racine de quelque chose. Donc là, vous allez en avoir deux des sinus. Mais c'est logique. Parce que si je fixe un cosinus, hop, j'en ai deux des sinus possibles. De la même manière, si je fixe un sinus, j'en ai deux des cosinus possibles. Donc, selon la situation, dans l'énoncé, si on vous dit que c'est positif ou négatif, vous allez pouvoir discriminer c'est lequel. Maintenant, les angles remarquables. Alors ça fait peur. Parce qu'il n'y a jamais personne qui les connaît, sauf en pratiquant peut-être. Alors, il y a un tableau à la con que tout le monde donne, que tout le monde apprend. Ça sert à rien. Enfin, si vous voulez apprendre le tableau, apprenez-le. Si c'est votre trip d'apprendre des tableaux avec plein de valeurs dedans, avec des pi en plus, c'est votre trip. Hein. Et moi, je vais vous montrer comment moi, je l'ai retenu. Alors déjà, moi, je ne retiens pas tout le cercle, hein, parce que là, j'ai mes x, là, j'ai mes pi moins x, là, j'ai mes x plus pi, et là, j'ai mon moins x. Autrement dit, n'importe quel des angles, je peux retrouver l'autre. Voilà. Et on essaie de le faire dans le bon sens. Hein.
du coup, allons-y. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut juste se contenter du cadran qui est là. Alors, cette petite explication, je l'ai fait aussi avec les nombres complexes, parce que vous allez vous en bouffer des calculs de cosinus et des sinus avec les nombres complexes. Alors, je le fais là, et vous le referez avec les nombres complexes. Voilà. J'ai mon joli cadran. Et au moins, je fais l'effort de retenir mes 3 angles remarquables, lesquels S. Lesquels sont. Alors, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4. Ok. Je fais au moins l'effort pour ces 3-là. Bon, je dois au moins quand même retenir qu'il y a 0 et pi sur 2. Mais ça, si vous ne savez toujours pas que pi sur 2, c'est un angle droit, ça devient dangereux. Voilà, il y a ces 3-là. Le pi sur 4, c'est pas dur, hein, c'est celui qui est au milieu. Ok, ça, je le retiens. Ok. C'est celui qui est au milieu plein de 2, donc c'est le fameux racine de 2 sur 2. Petite remarque, parce que ça va arriver dans les calculs, racine de 2 sur 2, c'est aussi 1 sur racine de 2. Si vous tombez un jour sur du 1 sur racine de 2, paniquez pas, en fait, c'est racine de 2 sur 2. Hein. Il ne faut pas vous dire « Ah, mais je connais pas cet angle, c'est tout nouveau ». Non, non, c'est racine de 2 sur 2, vous pourrez retrouver votre pi sur 4. Ok, on en a un. Donc ça, c'est pareil pour le cosinus et sinus, hein, je suis au milieu, donc forcément, j'ai le même cosinus et le même sinus. Maintenant, le pi sur 3 et le pi sur 6. Le pi sur 3 et le pi sur 6, ils correspondent, je sais que les deux valeurs qui restent, c'est le 1/2 et le racine de 3 sur 2. Voilà, bon ça, il faut les apprendre quand même, savoir au moins quelles valeurs apparaissent. Même si on ne sait pas forcément les placer au bon endroit, il faut au moins le savoir. Alors, il y a le 1/2, le 1/2 il est cool parce qu'on sait que c'est là ou là. Voilà. Du coup, j'ai un angle qui est là, qui correspond à celui-là, et j'ai un angle qui est là, qui correspond à celui-là. Donc vraiment ici, ici. Ok, c'est très moche, mais de toute façon, sur votre feuille, je rêve pas que ce soit plus joli. Hein. Donc maintenant, je sais que l'un des deux, c'est pi sur 3, l'un des deux, c'est pi sur 6. Alors maintenant, je vous donne de l'argent, je vous donne 6 000 €. Vous préférez avoir un tiers de cette somme ou un sixième de cette somme? Je vous laisse réfléchir. Donc, autrement dit, si je divise en 6, c'est moins cool. C'est plus petit de diviser en 6. De diviser en 3, c'est plus grand. Bah voilà, j'ai pratiquement fini. Maintenant, si je veux l'autre valeur, bah c'est comme ça. Et l'autre valeur, ça sera justement notre racine de 3 sur 2. Donc, autrement dit, pour pi sur 3, c'est celui-là. J'ai mon, ici, cosinus qui vaut 1/2 et mon sinus qui vaut racine de 3 sur 2. Et pour l'autre, c'est le contraire. C'est pour ça que le tableau, il est dangereux, c'est que ça s'inverse. Et vous avez toujours tendance à mélanger tout entre les 4 là. Enfin, peu importe. Voilà comment je fais, moi, pour le retenir. Mais après, si vous voulez apprendre un horrible tableau, c'est votre choix.